Les amis, bienvenue dans la vidéo la plus attendue de l'année. Et oui les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Mercato idéal du Paris Saint-Germain 2024-2025. Beaucoup me l'ont réclamé, c'est pour ça que voilà, je me suis mis en grande pompe ce soir. Tout simplement parce que je vous ai préparé vraiment une grande vidéo à la hauteur de la tenue et j'espère que vous serez à la hauteur également avec votre meilleur like, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vraiment, je compte sur vous parce que sur cette vidéo, j'ai beaucoup bossé. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de visuels et surtout, je ne me suis pas arrêté qu'à un 11. On va parler des fins de contrat, on va parler de prêts éventuels, on va parler des doublures aussi, où j'ai fait vraiment un mercato idéal avec tout un 11, tout un effectif, en pensant évidemment au budget. Ce sera un mercato réaliste. Ceux qui pensent FIFA, ceux qui veulent Rodrigo, Vinicius, Barella, Kevin De Bruyne et consorts, vous pouvez oublier, vous pouvez déjà d'ores et déjà quitter cette vidéo. On va faire vraiment en fonction du budget aussi qui a été annoncé, 300 millions par la Gazzetta, pardon. Bref, il y aura pas mal de choses. Je vais vous montrer aussi par rapport aux joueurs, des statistiques, plein de choses. Donc voilà, il y a eu un gros travail sur cette vidéo. Et sincèrement, j'aimerais beaucoup que ce soit la vidéo la plus vue de la chaîne parce que mine de rien, la vidéo la plus vue de la chaîne, c'est la vidéo prono de la CAN qui avait fait 68 000 vues. Et j'aimerais bien qu'on puisse battre le record. C'est rare sur la chaîne, donc j'aimerais bien qu'une vidéo batte ce record. Alors évidemment, pour battre ce record, je vais avoir besoin de vous, votre commentaire, votre abonnement, votre like, tout ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas à la partager aussi. Et on est parti du coup pour la vidéo. Je vais vous présenter tout ça. J'ai très hâte. On est parti, let's go. Voici donc le petit visuel qui va nous accompagner tout au long de la vidéo. Voilà, je me suis appliqué, j'ai mis des petites couleurs. On voit le Parc des Princes en fond. Il y a la composition. Qu'est-ce qu'on va voir? Il y aura également les doublures, les départs, les arrivées. On va tout budgéter. Bref, on a fait ça proprement et tout sera complet. Alors, comme j'ai dit au niveau du budget, la Gazzetta annonce un budget de 300 millions. La vérité, je pense qu'elle sera entre 200 et 300 millions d'euros. Il y a de l'argent aussi qui va rentrer dans les caisses, on n'y pense pas, mais par exemple le transfert d'Ekitike, il va y avoir entre 15 et 20 millions qui vont rentrer dans les caisses du PSG cet été. Donc on aura quand même un budget conséquent, entre 2 et 300 millions je pense, surtout qu'en plus de ça, on sait qu'avec le fair play financier qui nous était sur les côtes ces derniers temps, c'était surtout la masse salariale du club la plus grosse à l'échelle européenne. Et maintenant qu'on s'est séparé de Messi, de Neymar, de Mbappé, de Verratti, de Ramos, de Navas qui va partir, de Kurzawa qui va partir, bref j'en oublie sûrement, mais il y a beaucoup d'énormes salaires, c'est même pas des gros salaires, c'est des énormes salaires qui vont partir et du coup tu peux ajuster ta balance financière et donc avoir un peu plus d'enveloppe pour le mercato. Donc je pense que ça se situera effectivement entre 2 et 300 millions d'euros. On va essayer de rester dans ces clous-là et vous allez voir qu'on a réussi à le faire. Alors, on commence avec le gardien de but et moi, je continue avec Donnarumma. Premièrement, il y a les fins de contrat de Rico, Navas, il y a Letellier également et donc il va rester tout simplement Donnarumma et Tenas. Je sais que beaucoup ne veulent plus de Donnarumma. Moi, je ne vais pas dire que j'en veux plus, mais vous le savez, hein, je ne pense pas qu'on puisse passer un step avec ce gardien et qu'on puisse gagner une Ligue des Champions parce qu'il y a trop encore de points faibles et des points faibles qui nous coûtent des buts. Surtout, on l'a vu dans le domaine aérien, c'est pas normal qu'un gardien avec cette envergure ne savent pas capter des ballons, ne savent pas être patron dans ces 5,50. C'est ça vraiment qui est inquiétant parce que dans la surface, je peux comprendre qu'il y ait des gardiens qui soient frileux à sortir loin, on va dire, au point de pénalty par exemple, mais dans tes 5,50, tu dois être le patron. C'est pas possible, surtout quand tu as l'envergure de Donnarumma. Donc, j'ai un petit doute sur le monsieur. En tout cas, en Ligue 1, il a fait une top saison. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il y a beaucoup d'autres chantiers et on va le voir. Il y a les latéraux, les doublures, la défense centrale, le milieu surtout. Peut-être quelqu'un aussi devant pour remplacer Kylian. Donc, à un moment donné, le chantier du gardien de but, pour moi, on va peut-être attendre encore 1 an, voire 2. Mais cette saison, ça me paraît compliqué. En plus de ça, il n'y a pas bon nombre de gardiens qui sont disponibles. On parle de Maignan, mais on voit qu'il enchaîne les blessures. Donc, à un moment donné, je pense que le chantier du gardien, pour l'instant, on va le laisser parce qu'il y a d'autres priorités. On enchaîne avec le latéral gauche. Et là, pour moi, pas de surprise. Nuno Mendes titulaire, mais il va falloir une doublure. Et pour moi, une doublure plus que sérieuse. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur un numéro 2, on est sur un 1 bis. Étant donné que Nuno Mendes a besoin, 1, de concurrence et 2, on sait qu'il est très fragile et qu'il rate beaucoup de matchs dans une saison. Donc, il va te falloir un mec qui puisse être un vrai bon joueur et qui apporte, pas un Lucas Hernandez ou un Beraldo qui dépanne, sachant qu'en plus Lucas Hernandez s'est fait les croisés. Donc tu peux pas assurer la moitié d'une saison si jamais il se blesse ou quoi que ce soit avec Lucas Beraldo à gauche, on a vu que c'était juste pas possible. Donc ce sera la première recrue de mon mercato, c'est une doublure, un bis à Nuno Mendes. J'ai pensé à 2 options. La première, c'est Jan Maatsen, très offensif, latéral de Dortmund prêté par Chelsea, qui a une clause à 40 millions d'euros, mais
On a vu que dans le système de Luis Enrique, le côté gauche, quand bien même ce soit Nuno Mendes, c'est lui qui reste un petit peu plus bas. Et Maatsen n'a pas le profil pour rester un peu plus bas. C'est un mec qui est un peu comme Frimpong, qui attaque énormément, qui est porté vers l'offensif. Et à part si Luis Enrique décide d'avoir ces deux pistons, ces deux latéraux en fait qui montent énormément comme Hakimi et Nuno Mendes du coup, là oui ok tu peux aller chercher Maatsen. Mais si tu décides de passer plutôt à 3 et avec un Hakimi qui monte, alors dans ce cas, j'ai privilégié un rôle un peu plus hybride mais quand même très très bon offensivement. J'ai pas été chercher loin. J'ai été chercher en Ligue 1, monsieur Bradley Loko. Bradley Loko qui a été élu dans l'équipe type de l'année. Bradley Loko qui vient d'obtenir la qualification pour la Ligue des Champions avec Brest, ce qui est très fort. On ne parle pas d'une qualif en Ligue des Champions avec l'OL ou avec la Roma ou quoi que ce soit. Là, on parle de Brest quand même, c'est très très fort. C'est que les joueurs qui ressortent de ce 11 sont sacrément forts. La preuve, c'est que Bradley Loko est dans l'équipe type de l'année. Bradley Loko, je pense qu'il coûterait 20 millions d'euros, qui a 21, 22 ans, qui va sur ses 22, je crois. Et quand on regarde un peu en statistique, Bradley Loko, c'est quand même très, très fort. On peut voir que par rapport aux 5 grands championnats, au niveau des latéraux, on voit qu'il fait partie de l'élite dans les courses progressives, ce qui est quand même très important. Gros volume de jeu. Et on voit qu'il a beaucoup de réussite aussi. Dribble réussi, pourcent de passes réussi, activité défensive et réussite des duels au sol, on voit qu'il fait partie des très forts. Et en gros, fort, c'est top 20%. Mais on voit qu'il est un peu au-dessus. Donc, il est limite dans le top 15% dans tous ces domaines-là. En fait, sa seule faiblesse, c'est les duels aériens. Mais même là, il fait partie des 40 meilleurs pourcents. Et on voit les récupérations de ballons. Là, il est carrément très, très élite. Il fait partie du top 5-6%. Donc, tu vois que c'est quelqu'un qui sait bien défendre. Donc, pour un latéral qui reste un peu plus bas, vu que Hakimi monte très haut, c'est clairement le profil idéal. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui multiplie les courses et qui du coup va pouvoir venir aider quand il y aura besoin. Donc je trouve que c'est le profil vraiment idéal. Même s'il y a la Ligue des Champions à jouer avec Brest, il sait que c'est un épiphénomène et que du coup, clairement, c'est une opportunité de venir jouer au Paris Saint-Germain. Donc je pense que ça peut vraiment être une très belle solution. En tout cas, il réalise une saison énorme. Et puis pour ceux qui veulent dire « Ouais, mais il a fait une bonne saison à Brest, mais c'est un épiphénomène, ça se trouve l'année prochaine, il sera mauvais. » Ouais, mais quand tu réussis une bonne saison à Brest, c'est quand même que tu es costaud. Et puis il est jeune, il a une grosse marge de progression. Et puis on parle d'un numéro 2 à la base. Tous ceux qui veulent Théo Hernandez à 100 millions ou Afonso Davies, à un moment donné, c'est pas possible. Donc voilà pour Bradley Loko. Maintenant, on passe en défense centrale et évidemment, on va continuer avec Marquinhos. Pourquoi je dis évidemment? Parce qu'en fait, c'est logique dans le sens où on aurait pu s'en séparer. On aurait pu dire oui, c'est encore le capitaine d'un nouvel échec face à Dortmund, mais cette fois, tu sors quand même, t'es pas ridicule. Et en plus de ça, surtout, c'est que il y a la blessure, les croisés pour Lucas Hernandez. Et donc, malheureusement, tu vas pas pouvoir tout changer, tu vas pas pouvoir tout rebâtir. Et donc, je pense qu'il va falloir s'appuyer encore sur lui au moins une année supplémentaire. Et puis surtout, il a retrouvé son niveau. Cette année, en termes de niveau, Marquinhos a été très très bon. Alors, certains vont me dire, oui, la passe qu'il met pour Donnarumma, qui fait corner et qui fait but, c'est vrai, mais il y a un mais. Le problème, c'est que ce genre de situation, avec Manchester City par exemple, elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que si Gvardiol fait une passe à Ederson et qu'elle part en corner, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un John Stones qui sort, qui met la tête. Ou il y a un Ederson qui vient, qui capte le ballon et on n'en parle plus. Ou il y a un mec qui gagne son duel face à Hummels. Et c'est pas la faute de Marquinhos. Si ton gardien, il sait pas se placer parce qu'il lui propose pas de solution, il est encore une fois tout proche de son poteau alors qu'il devrait justement sortir de sa cage et proposer une solution, il ne la propose pas. Et de Luca Beraldo au marquage, qu'est-ce qu'il fait au marquage de Mats Hummels? Et il perd son duel. Et Donnarumma qui ne sort pas. Donc, c'est difficile d'incriminer Marquinhos ou uniquement lui. Donc, avec les soucis que tu as, etc., l'arrivée aussi d'un Moscardo, Beraldo, machin, accueillir les nouveaux, tout ça, tu as besoin d'un Marquinhos encore au moins une année. Ensuite, premier départ, le départ de Danilo Pereira pour 10 millions d'euros. Pour moi, il y aura obligatoirement un départ entre Danilo et Skriniar. J'ai mis Danilo, je préfère Danilo, mais cette saison elle est catastrophique. Il coûte un but par match, clairement à chaque fois qu'il joue. Et puis surtout, c'est lui qui a un bon de sortie. Skriniar est arrivé cette saison. Danilo, ça fait maintenant 3, 4, 5 ans qu'il est au club. Et puis il a un bon de sortie. De ce qui se dit, Danilo aurait un bon de sortie. Donc c'est lui qui est plus probable de partir. Même si personnellement, je préférais me séparer de Skriniar. Pareil, Danilo, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Il parle portugais, il parle français. Il y a beaucoup de Portugais, de Brésiliens, des Français, etc. Pour le groupe, c'est peut-être mieux de garder Danilo. Mais c'est lui qui a un bon de sortie. Donc, on part sur Danilo. Du coup, à gauche, c'est ma deuxième recrue, c'est Leny Yoro, évidemment. Leny Yoro pour 70 millions d'euros. Parce que pour moi, cette histoire doit absolument se faire. Leny Yoro a fini meilleur défenseur du championnat. Il a des stats juste hallucinantes dans le domaine aérien. Au sol, c'est le défenseur qui remporte le plus de duels, que ce soit aérien ou au sol. Il a fait vraiment une saison exceptionnelle et pour moi, c'est un crack qu'il ne faut pas rater. Il y a déjà énormément de joueurs qu'on a loupés. Pour moi, Leny Yoro ne doit pas être loupé. En plus de ça, on le sait, il y a ces petits likes sur Insta, le but de Zagué, etc.
il y a quand même des appels du pied. Il y a eu un appel du pied de l'agent aussi qui a dit qu'un club comme le Paris Saint-Germain, un des meilleurs clubs de Ligue 1, si ce n'est le meilleur, bon, on va pas se mentir, mais en tout cas c'est comme ça qu'il l'a dit, doit absolument se pencher sur Lenny Yoro, c'est vrai. Et du coup, pour moi, il doit absolument signer. Il lui reste 2 années de contrat avec le LOSC, donc s'il refuse de prolonger, clairement, et il a refusé, cet été, le LOSC va devoir s'en séparer s'ils veulent une valeur marchande. Je l'ai estimé à 70 millions, je pense qu'on peut peut-être négocier à 60, mais voilà, j'ai pas voulu baisser les prix histoire de rentrer dans le budget ou quoi. Je le mets à 70 millions, je pense que c'est sa valeur. Et il y a évidemment le Real Madrid, mais selon les dernières nouvelles, le Real s'est retiré et Lenny Yoro préférerait rester en France. Donc c'est un joueur que tu dois absolument faire pour moi. Et puis même pour nos jeunes, c'est parfait pour la progression d'un Lenny Yoro ou d'un Beraldo. Quand tu es entouré par Marquinhos, quand tu es entouré par Lucas Hernandez, même Kimpembe qui pourra accueillir très très bien Lenny Yoro, clairement, il ne sera pas perdu. Il y a Warren qui est là, il y a pas mal de joueurs français. Il ne sera vraiment pas perdu, il connaît le championnat. Pour moi, c'est la recrue parfaite. Dans un monde idéal, il faudrait un défenseur de plus, étant donné que Lucas Hernandez et Kimpembe sont quand même out pour une bonne partie de la saison. Donc, si tu peux avoir un central en plus, c'est pas de refus. Maintenant, je pense qu'avec Beraldo, avec Skriniar, avec Marquinhos et avec Lenny Yoro, a priori, ça devrait le faire. On peut regarder un petit peu Lenny Yoro en statistique et on peut voir que sur le côté droit, les duels gagnés défensifs et les duels aériens gagnés, voilà, on voit qu'il y a 2 pics énormes, clairement. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde les duels défensifs disputés juste au-dessus et les duels aériens disputés juste à droite, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu te rends compte que il en gagne tellement que du coup, il n'a pas besoin d'en disputer beaucoup. Pourquoi? Parce que je pense que naturellement, un gardien qui va dégager, par exemple, ne va pas dégager sur son attaquant qui est proche de Lenny Yoro. Je pense qu'on va aller justement jouer de l'autre côté, parce qu'on sait que Lenny Yoro va remporter le duel aérien. Pareil pour les attaquants, quand tu sais qu'il y a un défenseur qui gagne quasiment tous ses duels et qui est difficile à bouger, tu vas un peu fuir la zone et tu vas aller jouer autre part. Et je pense que c'est pour ça que Lenny Yoro, c'est pas qu'il fuit le duel, mais c'est juste que je pense qu'on le fuit et que du coup, il dispute moins de duels un petit peu moins que la moyenne, exactement, un petit peu moins que la moyenne. Et du coup, je pense que c'est ça. Je pense que c'est surtout qu'on le fuit. Et ce qui est marrant aussi, c'est au niveau des proportions des passes vers l'avant, tout à gauche. On peut voir qu'il y a beaucoup de bleu, ce qui montre que Lenny Yoro, c'est le rouge, il est bien plus bas. Et en fait, quand on regarde juste au-dessus, précision des passes et précision passe longue, on voit qu'il est au-dessus de la moyenne. Donc en fait, il est meilleur que la moyenne, mais il tente beaucoup moins que la moyenne. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il va être très bon pour la relance si on compte sur lui. Parce que je pense qu'au LOSC, ça doit être Benjamin André ou peut-être on tape sur les latéraux pour s'occuper de relancer et pas forcément sur les centraux. En fait, ça dépend de ton coach. S'il compte sur tes centraux, par exemple à l'Ajax, c'était De Jong qui était chargé de redescendre et de redistribuer, de remonter les ballons et pas forcément les centraux. Donc, c'est la même chose au LOSC. Peut-être qu'il sera un peu plus responsabilisé là-dessus sous Luis Enrique. Mais quand on voit la précision des passes longues et la précision des passes tout simplement, on voit qu'il est bon quand même dans ce domaine. C'est juste qu'il n'est pas forcément sollicité. Voilà en statistique, de toute façon on le sait, on l'a vu passer toute la saison. Lenny Yoro est vraiment très très fort pour son âge, 18 ans on le rappelle. C'est quand même bien avancé pour un âge comme ça. À droite, pas de surprise, pour moi Achraf Hakimi, même si je pense que tu dois avoir une discussion avec lui, tout simplement parce qu'il lui reste 2 ans de contrat, et tu dois savoir si à moyen long terme, il se voit au Paris Saint-Germain. Tout simplement parce que s'il ne s'y voit pas, il faut le vendre dès cet été. Dans la mesure où tu le vends cet été, il y a des joueurs qui peuvent être importants, mais là, on va partir sur le fait qu'il reste, parce que je pense qu'il va rester. Il y a ces déclarations, a priori, il a l'air de vouloir rester, donc on va voir. Mais attention à ce dossier-là, il faut vraiment voir avec lui, parce que si monsieur veut partir, veut rejoindre Mbappé au Real ou quoi, ou qu'est-ce, tu le fais partir cet été, donc attention à voir s'il se voit au PSG à moyen long terme, parce qu'il lui reste 2 ans de contrat. Ce qu'il faudrait idéalement, ce serait le prolonger du coup cet été, ou alors à l'hiver prochain. Ensuite, du coup, la doublure de monsieur Achraf Hakimi, ce n'est pas Zagué. Zagué, pour moi, il y a eu de bonnes performances, mais c'est encore très, très, très léger, évidemment. Donc, soit tu comptes lui donner un peu de temps de jeu, et on sait que l'année prochaine, il va y avoir une équipe de U23, une nouvelle équipe, donc il pourra jouer, et tu le mets en choix numéro 3, tu le fais jouer un peu en Coupe de France ou quoi, ou qu'est-ce, soit tu le prêtes. D'accord? Mais pour moi, tu ne peux pas du tout faire la saison avec Zagué en doublure. Moi, je réfléchis toujours match de Ligue des Champions. Si jamais Hakimi, qui va partir à la CAN aussi, ou si jamais Hakimi se blesse ou a une méforme, tu ne peux pas jouer avec Zagué en doublure. Ce n'est pas possible pour un club comme le PSG, donc j'irai chercher une doublure. Et comme vous avez pu voir, je vends évidemment Nordi Mukiele. Alors désolé, j'ai oublié de mettre à jour les 10 millions, c'est du coup 25 millions de départ. Mukiele qui, on le sait, Luis Enrique ne compte pas sur lui et a déjà failli partir, transfert avorté au Bayern cet hiver. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, il partira. Donc en doublure, qui c'est que j'ai été allé chercher? C'est monsieur Thiago Santos pour 20 millions d'euros. Je pense qu'avec un package pour 90-100 millions, je pense que le LOSC pourrait les lâcher. Aussi parce que le LOSC
à Diakité qui peut jouer à droite, donc ils ont déjà quelqu'un. Et puis avec 100 millions, tu peux largement aller chercher un défenseur droit ou un défenseur dans l'axe. 100 millions, je pense que le LOSC ne crache pas dessus. Et puis pour une équipe, qui va jouer la Ligue des Champions, je pense qu'avec 100 millions, tu peux te refaire pas mal une équipe, que ce soit les postes qui vont manquer ou alors d'autres problèmes dans l'effectif. En tout cas, tu peux vraiment faire quelque chose de cohérent pour arriver armé en Ligue des Champions. Thiago Santos, tout simplement parce que si on regarde un petit peu en statistique, déjà quand on a pu voir le LOSC, le LOSC de Fonseca, il a été très très bon. Il suffit de voir les matchs évidemment. Et puis quand tu regardes un petit peu en statistique, tu as un profil qui ressemble un peu à celui d'Achraf Hakimi. Au-delà de l'aspect défensif, où je trouve qu'il défend quand même assez bien, ce qui est le cas aussi d'Hakimi, qui c'est pas le meilleur défenseur, mais je trouve quand même qu'il est solide. Il met de l'impact, on l'a vu face à nous, ça y va, Thiago Santos. Mais offensivement, regardez, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à tous les défenseurs latéraux du monde. Il s'en sort très bien. Les passes progressives reçues, on voit qu'il est quand même assez haut sur le terrain, qu'il se propose bien dans le top 30%. Les tacles, on voit qu'il est quand même assez agressif, mais surtout au-dessus. On peut voir les dribbles réussis. Il fait partie du top 2% des latéraux qui réussissent le plus de dribbles dans le monde. Donc c'est quand même costaud. Ou alors en Europe. Il me semble que c'est en Europe ou dans le monde. Je ne sais plus si c'est en Europe ou dans le monde, mais bref, on va prendre en Europe. Et possession progressive, on voit 92%. Possession progressive. Donc ça veut dire qu'il fait partie du top 8% des latéraux qui montent et qui gagnent le plus de mètres avec le ballon. Donc ça, c'est fort. Donc pour un Luis Enrique qui aime qu'Achraf Hakimi se propose, monte beaucoup et soit un peu dans le milieu, etc., je pense qu'avec Thiago Santos, ça peut être une doublure intéressante. On rappelle qu'Hakimi va jouer à la CAN, donc pour ceux qui disent oui, Thiago Santos, il va jouer avec des champions, avec le LOSC et il est titulaire, c'est vrai, mais l'argument du fait qu'Hakimi puisse avoir une méforme, qui a du turnover et qui va aller à la CAN, ça peut être un argument également. On le sait aussi, il y a pas mal de Portugais au Paris Saint-Germain, beaucoup de gens qui parlent portugais, si on compte les Brésiliens, il va y avoir peut-être les Nioro, il connaît la Ligue 1, et puis aussi, il est jeune. On sait qu'Hakimi va peut-être partir dans 2-3 ans, ou voire même très tôt. Thiago Santos, il sait qu'il a une place peut-être au Paris Saint-Germain s'il est bon, tout de suite, et peut-être dans les prochaines années. Donc, ça peut être intéressant. On sait que le train ne passe pas forcément tous les jours, donc il peut être amené en tout cas à réfléchir, mais au niveau des stats, on voit total des tirs, c'est quelqu'un qui est porté vers l'avant, action menant un tir aussi top 30%. On voit que c'est quand même quelqu'un offensivement qui a beaucoup de qualité et même défensivement qui est très rugueux et qui pourrait vraiment nous apporter, je pense, en doublure, voire plus. On est donc pour l'instant à 110 millions d'euros dépensés pour 3 joueurs, Loco, Yoro et Santos, 3 pensionnaires de Ligue 1. Et moi, je trouve qu'en fait, à un moment donné, quand tu vois tous les clubs étrangers qui ont des joueurs de Ligue 1 ou des joueurs français qui font le bonheur de ces clubs-là, même les plus grands clubs, à un moment donné, tu as un vivier exceptionnel en Ligue 1, tu dois aussi recruter en Ligue 1. C'est ce qu'a toujours fait le Bayern, et pourtant, ils sont toujours dans le dernier carré de Ligue des Champions et champions depuis des années. C'est la première fois depuis, je crois, 13 ans qu'ils lâchent le titre. Donc, à un moment donné, tu as de très bons joueurs et de très bons jeunes joueurs dans ton championnat. Il faut s'appuyer là-dessus. Surtout que là, en plus de ça, c'est même pas des titulaires indiscutables. Même si je trouve que Loco titulaire, ça fait pas tâche pour le coup, même Santos. Donc, il y a une marge de progression. C'est des jeunes joueurs. Donc, je trouve ça, pour le coup, hyper intéressant. Au niveau du milieu de terrain, on va commencer d'abord par les fins de contrat, les prêts, etc. Pour moi, Ethan Mbappé, ça part. Mayoulou, prêt éventuellement. Si tu comptes pas lui donner de temps de jeu, il faut qu'il continue à se développer. C'est bien, tu l'as prolongé, mais du coup, pourquoi pas le prêter? Tcherendour, pour moi, soit tu le reprêtes, soit tu le vends. Il est arrivé libre, tu peux en tirer un peu d'argent. Et Eman Kari, à voir aussi si tu comptes sur lui, ou alors le prêter dans un meilleur club que Lorient, lui trouver un club de Ligue 1 ou ailleurs. Pour Renato Sanchez, on vend. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont un peu perdus à droite à gauche. Pour moi, évidemment, on se sépare de tous ces joueurs-là. Et c'est une évidence. Donc, au milieu de terrain, les certitudes qu'on a, tout simplement, Vitinha, évidemment, titulaire. Avec Fabien Ruiz dans la rotation, Warren Zaïre-Emery dans la rotation et Lee Kang-in dans la rotation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, notre milieu de terrain, on l'a vu, c'est notre point faible depuis des années. Et le milieu de terrain qu'on avait cette année, il est trop léger. Certes, il a fait l'affaire, mais il est trop léger. Il n'y a que Vitinha où tu vois qu'il a vraiment le niveau. Warren, tu sens que il est très jeune encore. C'est pas normal qu'un jeune comme Warren se retrouve propulsé titulaire dans un club comme le PSG qui vise une Ligue des Champions, même si là on est sur une reconstruction. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, un Ruiz ou un Warren, c'est quatrième en sortie de banc, enfin premier sortie de banc ou deuxième dans la sortie de banc, mais c'est 4 et 5 dans la hiérarchie. C'est pas titulaire. Donc Warren, tranquille, on va y aller petit à petit. Fabien Ruiz, on le garde, c'est un joueur qui peut aller dans la rotation. Mais pour moi, le seul vraiment titulaire l'année prochaine, c'est Vitinha. Et après, tu as Ruiz dans la rotation, tu as Warren, tu as Kang-in qui peut aussi jouer un peu plus haut. Bref, et tu as du coup Moscardo. Pour ceux d'ailleurs qui se demandent qui est Moscardo, j'en ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous tapez Moscardo sur ma chaîne ou vous redescendez, vous allez la trouver, la petite vignette, si vous voulez tout savoir sur le joueur. Du coup, comme vous pouvez voir, il n'y a pas Ugarte, tout simplement parce que, hop, départ évidemment de Renato Sanchez pour 10 millions d'euros. Départ de Carlos Soler pour 20 millions d'euros. Je pense que c'est ce que tu peux en tirer. D'accord? Et puis,
Manuel Ugarte, j'ai mis POA, prêt avec option d'achat. Je pense que Manuel Ugarte, soit tu arrives à le vendre, soit tu peux le prêter avec une option d'achat ou sans option d'achat si tu comptes le rapatrier peut-être dans 1 an ou 2. Mais je pense que Ugarte, en fait, c'est simple. Certes, il a montré des bonnes choses sur les premiers matchs, mais tu vois qu'il n'est pas, on va dire, Lucho compatible. Mais le truc, c'est que Ugarte, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent lui donner une deuxième saison, etc. Il a montré quelque chose par rapport à Kolo Muani, par exemple, et ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est juste, on va dire, logique, dans le sens où Ugarte a eu très, très peu de temps de jeu depuis quelques mois, et il est passé clairement chapeau 3, au même titre que Soler et Mukiele. Il a le même temps de jeu que Mukiele et Soler. Et au final, il y a vraiment un petit chapeau qui s'est dégagé. Même Kolo Muani, sur ces dernières semaines, il est passé un peu dans ce chapeau-là, qui sont très très peu utilisés. Et sachant qu'on le voit, Mukiele et Soler vont partir et vont être vendus, je ne vois pas pourquoi un joueur qui a le même traitement que ces joueurs-là en termes de temps de jeu, l'année prochaine, miraculeusement, il aurait plus de temps de jeu ou on compterait sur lui. Je ne pense pas. Il n'a pas les qualités que demande un Luis Enrique. Donc, autant en tirer de l'argent ou le prêter pour qu'il augmente sa valeur et le prêter derrière. Mais je pense qu'avec l'arrivée d'un Moscardo et avec surtout l'arrivée d'autres joueurs, puisqu'on va se renforcer dans ce secteur-là, je ne vois pas comment un joueur comme Ugarte pourrait avoir plus de temps de jeu, alors que cette saison, il en a eu très peu, qu'il est dans le chapeau 3 et qu'il est avec des joueurs qui vont être vendus et qu'en plus de ça, tu vas te renforcer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît quand même peu probable. Donc, pour moi, il faut le vendre ou alors le prêter. Et du coup, première recrue, c'est ma recrue phare. Personnellement, c'est Bruno Guimaraes. S'il y a un seul joueur pour moi à aller recruter qui peut régler beaucoup de problèmes, c'est Bruno Guimaraes. C'est très clair. Pour moi, c'est le profil idéal. En numéro 6, il peut également jouer en 8, il peut également jouer en 10. Bon, là, on va l'utiliser soit 6, soit 8, mais pour moi, en fait, un joueur qui est capable de jouer 6, 8, 10, c'est la marque des très grands. Et on s'est plaint avec beaucoup de joueurs qui sont monotâches, qui peuvent faire qu'une seule chose ou évoluer à un seul poste. Enfin, on a un joueur qui est multitâche, du coup, et qui peut même évoluer plus haut, parce qu'on se dit Vitinha, bon, on va le remettre à ce poste de 8, mais s'il est moins bon finalement et qu'il est meilleur en 6, tu peux le redescendre en 6 et mettre Bruno Guimaraes plus haut. Bruno Guimaraes qui évolue 8 de base et qui a toutes les qualités pour. On le rappelle, cette saison à Newcastle, il a joué 6 parce que Sandro Tonali a été suspendu pour, je crois que c'est Paris Sportif ou quelque chose comme ça, un scandale. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a joué 6. Mais Bruno Guimaraes peut évoluer à plusieurs postes et ça offre aussi plusieurs solutions. C'est très très intéressant. Mais pour moi, Guimaraes, on va le voir en statistique, c'est un top joueur. Pourquoi j'ai mis 38 millions? Tout simplement parce que j'y croyais pas, mais j'ai été vérifié et effectivement, en fait, sa clause est à, je crois, 116 millions. En fait, les clauses en Angleterre, c'est un peu différent d'ailleurs et tu peux la payer en 3 fois apparemment cette clause. J'ai été vérifié et visiblement c'est possible. Donc, tu peux la payer en 3 fois, ce qui fait donc 38 millions d'euros. Maintenant, regardons un petit peu en statistique avec Bruno Guimaraes. Moi, je vous ai retenu ce graphique-là, opposé à Declan Rice. On est d'accord, Declan Rice, on est dans les tout meilleurs milieux du monde. 120 millions, je pense que son prix, Arsenal est très très content de l'avoir, même s'il a coûté 120 millions d'euros. Et il fait une top saison, les Gunners qui sont encore à la lutte pour le titre. Maintenant, comparé à Bruno Guimaraes, on voit en rouge que c'est quand même très 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 fort. Il y a énormément de statistiques qui partagent quasiment au même niveau et on voit qu'offensivement, il apporte encore plus. On se rend compte là-haut que les passes pénétrantes et les créations d'occasion, on voit qu'il est très fort et qu'il est décisif vraiment dans ce domaine-là. On voit aussi dans le nombre de duels défensifs, on voit que c'est quelqu'un qui aime aller au duel, qui aime les disputer. Et le nombre de duels offensifs, on voit que c'est quelqu'un qui se projette vers l'avant et qui aide, un petit peu comme Vitinha l'a fait en numéro 6. Donc c'est très intéressant parce qu'on pourra avoir un Vitinha qui reste un peu plus bas, un Guimaraes qui monte et inversement. Donc ouais, pour moi c'est un joueur, c'est impératif en fait de l'avoir et vous pouvez le voir aussi ici avec la saison de Vitinha. La saison de Vitinha qu'on a trouvé très très bonne. Quand on voit les stats de Guimaraes, déjà il a démarré quasiment tous les matchs, il a joué toutes les minutes possibles, il a joué dans un poste qui de base n'était pas le sien et il s'en est très très bien sorti. Et puis on voit 36 matchs, 6 buts, 6 passes D. 7 buts pour Vitinha en championnat, 4 passes décisives et on sait que c'est une super saison même dans le contenu. Pour Guimaraes, c'est la même chose. Guimaraes, on est sur une top saison avec Newcastle. Newcastle qui ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Guimaraes qui arrive à 26-27 ans, qui a faim de trophée, qui a faim de Ligue des Champions, tu peux clairement, il connaît la Ligue 1, il parle portugais, parce que c'est ça aussi au niveau des recrues. J'ai cherché des recrues qui peuvent s'acclimater parfaitement aussi. Le fait que tu connaisses la Ligue 1, le fait que tu parles français, portugais ou espagnol, ça facilite. Aller chercher un Allemand, aller chercher un Anglais, aller chercher, un Ukrainien, c'est plus compliqué pour l'adaptation et on sait que c'est très important. Donc un Bruno Guimaraes qui parle portugais, qui parle français, qui connaît le championnat, et vous pouvez apprécier mon accent. Non, je pense que c'est aussi ça qu'il faut penser pour la cohésion de ton groupe et tout. Donc ouais, pour moi, Guimaraes, c'est vraiment la recrue idéale, la saison qu'il fait avec Newcastle, vraiment, mais c'est un bonbon ce joueur. Je le voulais déjà à l'époque où il était à l'OL, et pour moi, c'est évidemment la recrue phare que tu dois absolument recruter. Deuxième recrue phare au milieu de terrain, c'est Bernardo Silva à 57 millions d'euros. C'est sa clause, et on est pour l'instant à 150 millions d'euros, je crois, dépensés.
Bernardo Silva, pardon, qui est de ce qui se dit entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Barcelone, ils veulent tout le monde, mais ils peuvent pas payer un joueur. Ils payent avec des cacahuètes. On a encore vu la déclaration là du je sais plus si c'est le président ou je sais plus lequel, mais un mec de l'organigramme qui disait on nous a menti sur les chiffres, en fait, on n'a pas d'argent, etc. Ça va être compliqué pour recruter, machin. Bref. Bernardo Silva, donc, qui est entre les deux. Beaucoup disent, oui, non, Bernardo Silva, il veut le Barça. C'est pas vrai. Il veut le Barça comme il voudrait le PSG. Je pense qu'il est ouvert aux deux. Et il y a eu des deux côtés les mêmes sons de cloche. Donc, c'est lui qui va décider. Mais à un moment donné, dans tous les cas, si Bernardo Silva ne veut pas venir, tu vas sur quelqu'un d'autre. Et il y a pas mal de milieux qui pourraient être intéressants. Moi, par exemple, j'adore Julian Brandt. Il y a Paqueta aussi, mais qui vraisemblablement va aller à Manchester City. Brahim Diaz aussi, mais qui a quand même pas mal de temps de jeu au Real. Mohamed Kudus, que j'aime beaucoup et qui a été proposé au Paris Saint-Germain l'année dernière, mais visiblement Campos a mis son veto. C'est dommage. Mais Bernardo Silva, pour moi, c'est un joueur que tu as besoin. Certains vont me dire 30 ans, il est cuit. Pas du tout. Il a encore montré un super niveau cette saison. Guardiola l'a supplié pour rester. Il est un homme hyper important du système de Guardiola et même avant, puisque c'était Mahrez dans les grands matchs qui passaient derrière lui. Donc Bernardo Silva, c'est un joueur ultra, ultra important. Je suis d'accord que sur le côté, je pense que ça suffit. Il fait moins de différence sur un côté. Même s'il est beaucoup moins prévisible, par exemple, qu'un Kang In-lee, on le sait qu'il rentre côté gauche, qui rentre intérieur, alors que Bernardo Silva peut vraiment aller des deux côtés, il est vraiment imprévisible, c'est une palette au-dessus quand même. Mais Bernardo Silva, dans ce milieu-là, on sait qu'on a besoin d'une touche offensive, on a besoin de création, on a besoin d'un joueur aussi qui court beaucoup, qui presse, qui joue haut. Bernardo Silva, pour moi, c'est l'élément idéal en fait. C'est l'élément idéal pour combiner avec Dembélé, pour combiner avec Hakimi. Franchement, Bernardo Silva, c'est un top joueur, un mec que j'ai toujours adoré, une mentalité exceptionnelle. Maintenant, je suis d'accord dans le sens où il faut faire attention. Il arrive à 30 ans, il arrive après à Manchester City où il a beaucoup donné. Attention de voir physiquement aussi. Maintenant, physiquement, on a beau s'inquiéter, mais il y a encore Ruiz, il y a encore Warren, il y a encore Kang In-lee. Un Kang In-lee qui peut beaucoup, beaucoup progresser avec un Bernardo Silva, Warren pareil, Vitinha pareil. Donc c'est ça aussi, c'est important. Bernardo qui connaît la Ligue 1, qui parle portugais. Bref, ça peut être vraiment pour moi une très, très bonne solution. Et puis, il t'apporte tout ce que tu n'as pas en fait. Donc pour moi, c'est un joueur hyper important à aller chercher. L'expérience, il a gagné la Ligue des Champions. Après, il faut voir s'il a encore faim, si physiquement ça va, si c'est pas un choix par défaut. Ça, évidemment, il faut voir. Mais dans un monde où il est OK pour venir au Paris Saint-Germain et avec toutes les qualités qu'il a autour de lui, etc. Pour moi, il faut évidemment aller chercher Bernardo Silva. Surtout que c'est un joueur qui coûte 80 millions d'euros et que tu toucherais à 57. Parce que les Paqueta, les Ferran Wirtz qui sont impossibles à aller chercher, les Brahim Diaz ou Julian Brandt ou peu importe, c'est des mecs qui vont coûter 80, 100, 120 millions d'euros. Là, tu peux avoir un mec comme Bernardo Silva à 57 millions d'euros. C'est cadeau, je suis désolé, c'est cadeau. Du coup, on passe au secteur offensif et là, je vous ai mis en gros de ce qu'on est sûr à peu près. Donc, c'est qu'à droite, on va démarrer avec Dembélé, évidemment, qui a fait une bonne saison globalement, et Randal Kolo Muani, qui, à mon avis, ça va être compliqué du coup de se séparer. Alors, si on peut avoir, comme le dit les médias allemands, ou je sais plus, italiens, bref, une offre de 50 millions pour Dortmund, pour moi, il faut foncer. Mais ce que j'aime bien avec Kolo Muani, c'est qu'il peut jouer à droite, à gauche, en pointe. Voilà. Et ça, dans une saison, ça peut dépanner, en espérant que la deuxième saison soit pas aussi mauvaise que la première. En même temps, difficile de faire pire quand même, et que potentiellement la Coupe du Monde, l'Euro lui redonne un petit peu confiance en lui. Ça peut pas être pire que cette saison, mais j'ai du mal à voir Kolo Muani clairement s'imposer dans cette équipe. Bon, on verra ce que ça peut donner. En tout cas, pour moi, il faut recruter un ailier. Pourquoi ? Parce que tu as Dembélé, tu as Barcola, et après, c'est Kolo Muani. C'est-à-dire que si tu as un mec en méforme, et si tu as un mec blessé, et on sait qu'avec Dembélé, attention quand même, tu as Kolo Muani derrière. Pour un match de Ligue des Champions, avoir Kolo Muani titulaire, bon, on sait très bien quel résultat ça va donner. Donc, pour moi, je m'en sépare s'il faut, sinon je le garde pour la rotation. De toute façon, avec son salaire et sa valeur, ça va être difficile de s'en séparer. Mais pour moi, du coup, il faut un ailier. De toute façon, à Kylian Mbappé part, il te faut un mec devant. Il te faut une recrue, clairement. Et je pense qu'il te faut un ailier pour venir concurrencer Barcola et Dembélé. Dans tous les grands clubs, il y a une concurrence, il y a 2 joueurs par poste. Là, il y aurait 3 joueurs pour 2 postes. Ça va, on a connu pire. Barcola, il faut lui mettre de la concurrence. Cette saison, il est venu, il n'avait pas peur. Contrairement à Xavi Simons, apparemment, qui aurait peur de la concurrence, mais on va en reparler. Mais Barcola, il n'a pas eu peur. Il est venu, il a poussé le coach à mettre Mbappé en pointe. Il est venu sans avoir peur et il a pris sa place et maintenant il est à l'Euro. Ça aussi, ça peut être important pour des mecs comme Yoro, pour des jeunes joueurs qui se disent « Ok, avec le Paris Saint-Germain, je peux peut-être avoir accès à la sélection. » Ça, c'est important. Donc, Barcola, il faut lui mettre de la concurrence aussi. Dembélé, Barcola vont devoir se bouger les fesses et être réguliers et être bons. Parce que sinon, tu ne joueras pas, tu iras sur le banc. Ce que j'aime aussi, c'est la diversité dans les profils. Barcola peut jouer à gauche, à droite. Dembélé pourrait jouer à gauche aussi, à droite. RKM peut jouer à gauche, à droite. Ça, c'est intéressant. Et vous pouvez voir aussi, je pense que certains se sont dit, oh là, qu'est-ce qu'il a fait ? Barcola, derrière Gonzalo Ramos. Alors déjà, Gonzalo Ramos,
je lui fais confiance. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a montré de bonnes choses cette saison avec le peu de temps de jeu qu'il a eu et le traitement injuste par moment qu'il a pu avoir. Sûrement parce que du coup, il y avait Kylian Mbappé, donc du coup, le coach ne pouvait pas vraiment mettre Mbappé à gauche, mettre Ramos en pointe, bref, on sait un petit peu tout ça. Mais avec ce qu'il a montré, sincèrement, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Et comme j'ai dit, en fait, il y a d'autres chantiers. Parce que là, aller recruter un Gyökeres, un Isaac, tout ce que vous dites là, à 100 millions, 150 millions d'euros, où tu vas aller mettre cet argent-là? Parce que tu as une recrue à aller chercher à gauche. Donc, où tu vas aller mettre cet argent? On est déjà à 205 millions d'euros. On a parlé d'un budget de 300. Comment tu peux aller chercher un Gyökeres ou un Isaac? Donc, faisons confiance à Ramos. Surtout que toute la spéculation, par exemple, qu'il y a autour d'un Gyökeres, on se dit, ouais, ça peut être un monstre. C'est un monstre avec le Sporting, en Liga Portugal, on le rappelle, dans une équipe qui tourne hyper bien de Ruben Amorim. On peut dire, ouais, ok, il marche très bien, mais qu'est-ce qu'il va donner ailleurs? Qu'est-ce qu'il va donner dans une équipe où c'est plus compliqué, où il y a plus d'attentes, où il y a plus de pression, où il y a plus de joueurs aussi qui prennent la lumière? Qu'est-ce qu'il pourrait donner? Ça reste de la spéculation. Ça, on ne sait pas si Gyökeres va devenir l'attaquant qu'il est présumé devenir. Il a explosé très tard aussi. Attention, il a, je crois, 24 ou 25 ans. Donc voilà. Gonzalo Ramos, on disait la même chose. 22 ans à Benfica, wow, c'est un top joueur. Quand il nous a affrontés, il faut aller chercher Gonzalo Ramos au Benfica, c'est un super joueur, etc. Donc attention, ça reste des spéculations. Dans tous les cas, je fais confiance à Gonzalo Ramos, au moins pour cette saison. Si jamais la saison, il y a d'autres chantiers prioritaires, comme j'ai dit, notamment le milieu de terrain, notamment en défense avec les doublures et la blessure de Lucas. Donc, je fais confiance à Gonzalo Ramos et on verra ce que ça donnera. Et puis, si jamais on doit acheter un attaquant l'été prochain, eh ben, on le fera. Mais du coup, pour moi, priorité à gauche. Pourquoi il y a Barcola? On revient du coup. Pourquoi il y a Barcola? Il y a pas mal de choses à dire. Pourquoi il y a Barcola ici? Parce que tout simplement, Barcola pourrait, on parle de concurrence, oui, machin, mais il peut aussi évoluer dans l'axe. Tous ces entraîneurs en équipe de France Espoir, à Lyon, ces formateurs, tous ces entraîneurs qui l'ont connu ont dit qu'ils voyaient un avenir un peu à la Thierry Henry. Un mec qui évolue à gauche, qui marque 5, 6, 7 buts dans la saison, et en fait qui est destiné à jouer numéro 9, à évoluer en pointe. Et ça a été le cas de Thierry Henry. Et on lui prédit le même avenir à Bradley Barcola. Donc ça peut être une solution aussi. Si Gonzalo Ramos ne fait pas l'affaire ou besoin de concurrence, il y a Asensio qui apporte un profil différent, faux numéro 9. Donc c'est de la concurrence, faut pas l'oublier. Et Bradley Barcola qui pourrait apporter un profil différent aussi. Et s'il est bon ou que Ramos est mauvais, il peut jouer dans l'axe. Donc du coup, ma réflexion, c'est prendre quelqu'un à gauche. Et mon joueur idéal, clairement le joueur que j'adore, c'est Vishka Kvaratskhelia, tout simplement le Géorgien du Napoli que j'adore. On va le voir en statistique, mais c'est un joueur vraiment, mais j'aime tellement de différence, tellement de justesse. Un mec ultra collectif qui pour moi irait parfaitement avec ce que veut Luis Enrique. Contrairement à Leao, où on partirait d'un Mbappé feignant, qu'on ne peut pas mettre à gauche parce que feignant, parce que pas assez d'efforts, parce que nonchalant, on va pas prendre un Raphaël Leao. Il marque beaucoup moins de buts, il est beaucoup plus irrégulier et il est encore plus feignant limite. Donc non merci. Personnellement, j'irai sur un mec qui est compatible avec notre coach et un mec qui en veut, un mec qui pense collectif, un mec qui a fait une saison exceptionnelle au Napoli, qui a ramené un titre 40, 50 ou 60 ans après, je sais plus, mais des années après, qui a été le joueur clé avec Osimhen, d'autres joueurs évidemment, mais le joueur pour moi qui ressortait clairement du lot, qui fait encore une saison exceptionnelle cette année, moins bonne que l'année dernière, mais dans un Napoli, mais qui est en naufrage complet, qui est en train de couler et qui a connu 3 ou 4 coachs cette saison, qui est 9e de Serie A, c'est une calamité. Et Kvara, c'est le seul qui ressort. 16 buts, 8 passes D, je crois, cette saison, quelque chose comme ça. Bref, des statistiques quand même très, très bonnes. Et même en Ligue des Champions, bref, je vais vous montrer ça en statistiques. Mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts, qui défend, qui peut jouer aussi à plusieurs postes. Moi, Kvara, la Géorgie s'est qualifiée pour la première fois pour une compétition internationale. Première fois que la Géorgie joue une Coupe du Monde, un Euro ou quoi que ce soit. Première fois. Et parce que Kvara est là, 21 ans, 22 ans, ça n'est pas pour rien. Clairement, ça n'est pas pour rien. Il a été un élément hyper important de cette équipe. Et voilà, pour moi, c'est un joueur que j'aime énormément. J'ai affiché 90 millions. On annonce 80 millions avec, par exemple, un Ugarte dans la transaction. Mais sa clause est à 130. Déjà, si on ne veut pas se prendre la tête, on met 130 dessus. Pour moi, c'est un joueur qui les vaut, même si c'est un peu chiant. Mais pour moi, c'est un joueur qui les vaut. Mais surtout, De Laurentiis est ouvert enfin au départ de Kvara et Osimhen. Le Napoli va finir hors des qualifications européennes, donc budgétairement parlant, ça a fait un trou dans les caisses. Donc il serait ouvert à recevoir un peu d'argent de 2 transferts du coup. Donc pour moi, il faut foncer, c'est une évidence. Kvara est pour moi le joueur qu'il nous faut absolument côté gauche. Je sais qu'il y a des Rodrigo, des Luis Diaz, des joueurs comme ça qui reviennent, mais depuis quand on peut aller chercher Luis Diaz à Liverpool? Depuis quand on peut aller chercher Rodrigo, Vinicius, etc. Alors je sais que certains vont dire, oui, mais maintenant qu'il y a Mbappé, Rodrigo... Non, parce qu'on l'a dit, et ça a été dit, Bellingham va redescendre dans le milieu de terrain. Donc il y a 3 places devant. Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé, tout simplement. Maintenant, attention, si Rodrigo est mis sur le banc, si Rodrigo joue beaucoup moins, là, l'été prochain, tu peux aller toquer à la porte et dire, il y a une place qui t'attend chez nous, et on peut jouer avec Kvara et Rodrigo, par exemple. Rien n'empêche. Avec une concurrence avec Barcola ou si Dembélé fait pas le poids, enfin peu importe. Mais là, tu peux aller voir
la situation d'un Rodrigo. Pour cet été, je ne pense pas que Rodrigo parte et je ne pense pas que le Real s'en sépare parce que Rodrigo est en train de devenir vraiment monstrueux. Comme on peut le voir en statistique avec Vara, ce que j'aime bien, c'est que c'est un joueur qui est porté vers l'avant, qui tout de suite fait des contrôles vers l'avant, est prêt à aller faire des différences, à aller dribbler ou à donner des ballons, parce que c'est pas que dribbler, c'est pas un individualiste, c'est ça que j'aime beaucoup avec lui. C'est qu'il y a une stat qui est passée aussi, c'était les stats en Ligue des Champions, les ailiers, les attaquants qui trouvent le plus les joueurs dans la surface et qui pénètrent le plus la surface adverse. Et il y avait des Kylian Mbappé, il y avait des Ousmane Dembélé, il y avait des Moussiala, il y avait Doku, il y avait plein de joueurs comme ça. Et en gros, les seuls qui sont dans les deux, c'est-à-dire les joueurs qui le rentrent le plus, qui arrivent le plus à s'infiltrer dans la surface et à trouver des joueurs dans la surface, c'est Kvara et Dembélé. C'est les deux qui sont dans les deux catégories. Donc ça montre que, et pourtant avec le Napoli en Ligue des Champions, un Napoli cette année qui est complètement à la rue. Donc c'est quand même très très costaud. Et on peut le voir en statistique, hein. Il y a quasiment que du vert et que du bleu. Attaque de la surface, but, passe offensive. On voit que c'est un mec qui est tourné vers l'avant. Pareil pour le bleu, donc top 5, top 7% là. Dribble réussi, course progressive. Tu vois que c'est un mec qui est porté vers l'avant, qui fait des différences et qui en plus a pas mal de réussite quand on voit la courbe des buts hors penalty et des dribbles réussis. Donc ça, c'est très bien. On a un profil un peu comme Ousmane Dembélé, mais qui est encore plus juste et qui est capable de mettre 15 buts par saison, 15 passes décisives par saison. Donc ça, c'est très très bien. Surtout si tu comptes introniser Gonzalo Ramos en pointe avec des passeurs comme Dembélé, comme Hakimi, comme Nuno Mendes, comme Guimarães, comme Vitinha, comme Bernardo Silva, comme Kvaratskhelia. Sincèrement, un Ramos en confiance peut vraiment se retrouver à mettre une trentaine de buts dans la saison. Hein. Facile. Hein. D'ailleurs, je crois que dans les rumeurs, ce qui se dit, c'est que Luis Enrique voudrait Kvara, mais Luis Campos voudrait Leao. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qui se dit. Donc, ça montre bien. De toute façon, Kvara, c'est un profil totalement compatible à ce que demande Luis Enrique quand on sait que Luis Enrique a demandé à Barcola de forcer les 1 contre 1, d'aller chercher le dribble, d'aller chercher les courses vers l'avant. Bah là, on a un joueur qui répond totalement à ce que demande Luis Enrique. Petit bémol, ce qu'on voit en orange, c'est l'activité défensive. On voit que mais on est à la limite du correct en fait. On est à la limite du correct, donc si tu lui demandes un peu plus, j'avais vu une heatmap parce que j'avais fait une vidéo pour présenter Kvara. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller dans les vidéos récentes. J'avais fait une vidéo et on voit sa heatmap où il est vraiment beaucoup à la médiane et aussi dans sa moitié de terrain. Donc tu vois que c'est quelqu'un qui a une grosse activité sur le terrain et qui est capable défensivement de faire les efforts. Donc pour moi, cette petite stat-là, je n'y prête pas forcément attention. En tout cas, pour moi, c'est la recrue idéale, clairement, devant. Et enfin, pour finir, on n'a pas parlé du cas Xavi Simons. Alors, Xavi Simons, ce qui se dit, c'est que monsieur ne voudrait pas revenir au Paris Saint-Germain. C'est pour moi à prendre avec des pincettes. On parle aussi peut-être d'un prêt. On parle qu'apparemment, ce serait le PSV Eindhoven si on le vend avant 2025, avant janvier 2025, qui récupérerait l'argent. On est fatigué de ce genre de rumeurs éclatées, mais bref, peu importe, disons qu'il y a des clauses bizarres, etc. Ok. Un joueur qui fuit la concurrence, qui voudrait du temps de jeu et qui ferait sa starlet alors qu'il n'a rien accompli sur le plan européen, qu'il n'a rien accompli sur le plan international avec les Pays-Bas, pourquoi on irait se casser la tête avec un mec comme Xavi Simons qui ne voudrait pas revenir et qui en plus veut des garanties de temps de jeu? Alors qu'un Barcola vient sans garantie et s'impose, si tu fuis la concurrence, chose qu'il y a dans tous les grands clubs, je ne sais pas dans quel club tu vas atterrir, mon petit Xavi Simons, mais attention pour ta carrière parce que tu iras peut-être pas plus haut que Leipzig du coup. Hein. Bref, partons du principe que Xavi Simons ne va pas revenir et qu'on va finir par le prêter ou par le vendre. Il y a un joueur, moi, que je veux absolument et qui évolue dans la même zone que Xavi Simons, c'est Désiré Doué. Tout simplement parce que, pareil que Lenny Yoro, 18 ans, un crack de la Ligue 1, un crack en devenir, un joueur qui fait des rentrées magnifiques avec le Stade Rennais. Et pour moi, c'est un joueur pareil que tu dois sécuriser. Il arrive à 2 ans de la fin de son contrat. Donc, je vous ai mis Désiré Doué à 50 millions parce qu'à 2 ans de la fin de ton contrat, si tu n'as pas envie de prolonger, donc si le PSG vient de voir, tu n'as pas envie de prolonger, quelque part, tu forces un peu un départ. Et le Stade Rennais se retrouve à absolument devoir le vendre s'ils veulent tirer quelque chose. Sinon, il partirait à moindre frais l'année prochaine ou bien libre carrément dans 2 ans. Donc le Stade Rennais n'aurait pas trop le choix. Donc je pense que la meilleure option, c'est quoi? Je pense qu'à 50 millions, tu peux t'entendre, 50-60 grand max, et derrière, tu le prêtes dans la foulée. Parce que comme vous pouvez voir, Désiré Doué serait en concurrence un peu, parce qu'il évolue aussi milieu axial gauche, il peut évoluer dans cette position-là, mais il est plus milieu offensif gauche, comme Xavi Simons. Il y aurait du Vitinha, il y aurait du Ruiz, il y aurait du Warren, il y aurait du Lee, bref, compliqué quand même de se trouver une place, compliqué d'avoir un peu de temps de jeu, pareil à gauche avec Vara, Barcola, RKM, bref. Pas évident du coup d'avoir du temps de jeu. Donc pour moi, le choix idéal, c'est ok, Xavi Simons, admettons qu'il ne veuille pas revenir, tu le vends, et avec cet argent-là, tu vas chercher Désiré Doué, pour moi 50-60 millions, ça suffirait largement, et tu le prêtes dans la foulée au Stade Rennais. Comme ça, le Stade Rennais est encore plus enclin
à te le vendre, puisqu'ils ils auraient 50-60 millions d'euros dans les poches, et en plus, ils garderaient Désiré Doué pour 1 voire 2 saisons, parce que tu peux te mettre au pire d'accord pour 2 saisons. Mais pour moi, c'est un des cracks du championnat qu'il faut absolument aller chercher. Ces gars-là doivent passer par le Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà pour le bilan. Je pense qu'on rentre parfaitement dans les clous. On est un peu moins de 300 millions dépensés avec un petit bonus Désiré Doué. Il peut y avoir des ventes, Ugarte, Kolo Muani. Il peut y avoir des sommes un peu plus hautes aussi. Je trouve qu'au niveau des arrivées, au niveau des sommes, je trouve que j'ai largement pas abusé. Gvara 90, Lenny Euro 70. Je trouve que j'ai pas mis des sommes trop basses ou quoi que ce soit pour rentrer dans le budget. Bien au contraire, il pourrait y avoir la vente de Simons aussi. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cohérent. Et comme j'ai dit, avec toute cette masse salariale qu'on a libérée, on aura un peu plus de budget. Voilà les amis pour ce mercato idéal du Paris Saint-Germain. Sincèrement, je trouve qu'on est sur un effectif hyper hétérogène avec beaucoup de profils différents, très homogène avec des joueurs de qualité devant, au milieu et derrière, pas forcément de points faibles, des doublures de qualité, des titulaires de qualité, de la concurrence, des profils qui vont ensemble, des joueurs qui peuvent être parfaits au niveau de l'intégration, que ce soit les jeunes, que ce soit ceux qui parlent la même langue, anglais, français, espagnol, portugais, j'insiste sur tout ça, des joueurs qui peuvent être bien encadrés aussi, qui peuvent apporter l'expérience, qui ont un énorme volume de jeu. Donc ouais, je trouve que l'effectif est vraiment de qualité. Et en plus, on a respecté le budget, pardon. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce mercato idéal. Qu'est-ce que vous auriez changé? Qu'est-ce que vous auriez fait? Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas. J'aimerais que cette vidéo soit vraiment la numéro 1, la plus vue de la chaîne. Donc on remercie pour la petite tenue. Je me suis mis en grande pompe pour l'occasion. N'hésitez pas à envoyer un maximum de force. Je compte sur vous. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.